Bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'histoire du renseignement. Imaginez. Nous sommes à la Renaissance, l'aube de l'ère moderne où chaque jour apporte son lot de découvertes. L'art, la science et l'exploration sont en plein essor. Des navigateurs audacieux, poussés par la soif de découverte, transforment l'inconnu en terre connue. Ce n'est pas juste de l'or ou des épices qu'ils cherchent mais bien les secrets du monde. Au cœur de cette effervescence, le renseignement devient décisif. Chaque information glanée, chaque secret dévoilé est une boussole dans ce nouveau monde. Plongez avec nous dans ce chapitre fascinant de l'histoire du renseignement, où chaque révélation peut changer le cours de l'histoire. Alors que la soif de connaissance et de découverte alimentait la Renaissance, un nouveau rôle émergeait, crucial pour la collecte et l'échange d'informations, celui des ambassadeurs. Ces figures diplomatiques, représentant leurs nations respectives, étaient les yeux et les oreilles dans les terres étrangères, jouant un rôle essentiel dans le renseignement. Les ambassades permanentes se sont révélées être des centres d'information florissants. Elles étaient non seulement des lieux de diplomatie et de négociation, mais également des nids d'observation, d'analyse et de rapport. Chaque détail, chaque fragment d'information pouvait s'avérer crucial, témoignant du climat politique, des intentions et des capacités des nations hôtes. Un exemple emblématique de cette époque est l'ambassadeur vénitien, Giovanni Michiel en Angleterre, dit le cardinal de Vérone. Sa correspondance, méticuleuse et détaillée, offre un aperçu fascinant de la politique anglaise de l'époque. Il ne se contentait pas de relayer des informations politiques et diplomatiques, il capturait l'essence de la cour anglaise, les nuances des décisions politiques et les tensions sous-jacentes qui animaient la société. Ainsi, les ambassadeurs de la Renaissance ne se contentaient pas de fonctions diplomatiques. Ils étaient des agents de renseignement, des observateurs astucieux et des rapporteurs méticuleux, dont le travail façonnait les relations internationales. Au XXIe siècle, ces pratiques diplomatiques héritées de la Renaissance restent une des sources principales du renseignement pour les États, dont nous pouvons évaluer au quotidien son importance, surtout dans les zones de tension ou de conflit. Dans cet environnement où le renseignement et l'information détenaient une importance cruciale, la nécessité de protéger ces précieuses données était plus pressante que jamais. Ainsi, nous entrons dans l'ère d'une cryptographie plus sophistiquée, où les codes et les chiffrements deviennent des outils indispensables dans le jeu délicat de l'espionnage et de la diplomatie. La Renaissance, avec sa convergence d'esprits brillants et innovants, a vu l'émergence de codes plus complexes. Un homme se démarque particulièrement dans ce domaine, Léon Battista Alberti. Alberti n'était pas seulement un architecte et un humaniste, mais également un pionnier dans l'art de la cryptographie. Son invention, le disque chiffrant d'Alberti, marque un tournant. Avec ses deux disques rotatifs, permettant une substitution alphabétique variable, il offrait une méthode de chiffrement nettement plus sécurisée. D'autres inventions cryptographiques viendront s'ajouter au système d'Alberti, comme le polygraphie de Jean Trithème, ou plus tard le célèbre chiffrement par substitution polyalphabétique de Vigenère, un diplomate français, qui ne sera cassé que 300 ans plus tard, illustrant le lien étroit entre la diplomatie et la nécessité du secret. Les guerres d'Italie, cet enchevêtrement complexe de conflits qui ont mis aux prises les principaux États italiens et les puissances européennes, sont un terrain propice à une étude approfondie du renseignement de l'époque. Ces cités étincelantes de richesse et de pouvoir n'étaient pas seulement célèbres pour leur art et leur culture, mais aussi pour les intrigues politiques et les manœuvres secrètes qui se déroulaient dans l'ombre. Au cœur de cette toile d'intrigue se trouve César Borgia. Ce nom évoque les machinations politiques, l'ambition dévorante et, bien entendu, l'utilisation habile de l'espionnage. Borgia employait un réseau d'agents qui infiltraient les cours européennes, les citadelles militaires et les assemblées ecclésiastiques. Ses méthodes pour obtenir des informations étaient aussi diverses que sophistiquées. La persuasion, la corruption, la séduction, tous les moyens étaient bons pour extraire les secrets et asseoir son pouvoir. Alors que les réseaux d'espions tissaient leurs fils dans l'ombre des puissantes cités-États, un homme, Nicolas Machiavel, observait avec une acuité remarquable les rouages du pouvoir et de l'information dont les observations restent à ce jour encore d'actualité. Dans son ouvrage emblématique, Le Prince, Machiavel met à nu les stratégies employées par les gouvernants pour obtenir et conserver le pouvoir. Mais au-delà de la manipulation politique et des jeux de pouvoir, Le Prince est aussi un traité remarquable sur le rôle et l'importance du renseignement. Pour Machiavel, la connaissance n'était pas seulement le pouvoir, elle était la pierre angulaire sur laquelle reposait toute autorité. Machiavel prônait l'utilisation efficace des espions, qui pouvaient se faufiler dans les recoins les plus reculés des cités ennemies,
apportant avec eux des secrets capitaux. Mais ils ne se contentaient pas de préconiser l'espionnage, Machiavel était également conscient des dangers de la trahison. Le contre-espionnage était tout aussi crucial. Un prince avisé devait non seulement connaître les secrets des autres, mais aussi protéger les siens avec une vigueur égale. Entre les réflexions profondes de Machiavel et l'émergence tumultueuse de la Révolution française 250 ans plus tard, le royaume de France a cultivé son propre jardin secret de l'espionnage et du renseignement. Au fil des siècles, alors que le pouvoir oscillait entre les mains de monarques aux ambitions diverses, le renseignement prenait racine en tant que pilier de l'autorité et du contrôle. Au XVe siècle, Louis XI, surnommé universel Aragne, était un adepte du renseignement. Avec ses célèbres agents disséminés à travers son royaume et au-delà, il tissait une toile d'information qui lui permettait de tenir en échec adversaires internes et voisins européens. Les rois, tels que Louis XIV, ont employé des espions non seulement pour surveiller leurs rivaux, mais aussi pour garder un œil attentif sur leur propre cour. Deux catégories d'espions sont alors recensées. Les premiers, appelés la plupart du temps aventuriers, parcouraient l'Europe afin d'offrir leurs compétences aux différents monarques. Les seconds sont formés par les soins d'un ministre ou d'un général. Antoine de Pas-de-Feuquières, lieutenant général sous Louis XIV, nous éclaire par ailleurs sur deux sources inattendues d'espionnage de l'époque, les monastères et les femmes. Les moines, grâce à leurs habits neutres, voyageaient sans révéler leurs origines et se mêlaient des affaires d'État, tout en restant protégés par la révérence due à leur statut. Les femmes, quant à elles, bien qu'éloignées des sphères politiques publiques, étaient souvent utilisées comme espionnes. Parmi elles, Louise de Kéroual est emblématique. Proche de Madame Henriette d'Angleterre, elle fut impliquée dans une mission diplomatique orchestrée par Louis XIV visant à unir la France et l'Angleterre contre la Hollande. La beauté de Louise fut remarquée par Charles II d'Angleterre, et fut un précieux atout d'espionnage pour la France. Pendant 12 ans, elle échangea des messages secrets avec les conseillers de Louis XIV. Le frissonnant cabinet noir de l'Hôtel des Postes sous Louis XIV, bien qu'initié par Louis XI et influencé par Richelieu, était un pivot dans le renseignement royal. Installé dans l'Hôtel des Postes, il avait pour rôle de scruter discrètement les correspondances afin de dévoiler des secrets étrangers, contrer des menaces intérieures, ou sonder l'opinion publique, allant même jusqu'à espionner la famille royale. Par ailleurs, conscient d'être également surveillé, le roi recruta Antoine et Charles Bonaventure Rossignol, cryptologues renommés, qui créèrent les codes grands chiffres et petits chiffres, réputés incassables jusqu'à ce qu'Étienne Bazery y parvienne en 1890. Le renseignement, précieux pour la royauté à la fin du règne de Louis XIV, fut par la suite magnifié par Louis XV avec la fondation du secret du roi, ancêtre de nos services de renseignements actuels. La Révolution française, surgissant à la fin du XVIIIe siècle, a radicalement transformé la France. Deux comités essentiels se distinguent, le comité de sûreté générale et de surveillance, chargé de la police intérieure et de la traque des contre-révolutionnaires, et le comité de salut public, jouant un rôle régalien majeur, orchestrant la défense du pays et la politique étrangère. Ces comités, malgré leurs frictions internes, étaient le pilier central de la machine révolutionnaire. Le comité de salut public est un organe emblématique de cette période, orchestrant la collecte d'informations et jouant un rôle pivot dans l'élimination des ennemis présumés de la Révolution. Doté d'une autorité considérable, il orchestrait les efforts pour démasquer et neutraliser ceux qui étaient jugés contraires à la cause révolutionnaire. Au XIXe siècle, avec l'émergence de l'ère industrielle et des premières notions d'intelligence économique, le besoin de structuration du renseignement devient évident. Sous Napoléon Ier, le renseignement se professionnalise. La police de l'Empire, pilotée par Joseph Fouché, se distingue par ses méthodes nouvelles. Cet homme, ministre de la police puis opposant à Napoléon, cristallise à lui seul la dualité du renseignement de l'époque, entre la protection de l'État et la préservation de ses propres intérêts. Un autre personnage très intéressant à étudier est Charles-Maurice de Talleyrand, qui fut un pilier de la diplomatie au XIXe siècle. S'adaptant habilement au changement de régime depuis la Révolution jusqu'à la Restauration, il se distingua par son réseau d'information et sa capacité à anticiper les enjeux politiques. Ses compétences en matière de renseignement ont fait de lui une figure incontournable de la diplomatie française. Le XIXe siècle connaît également ses faits d'armes en matière d'espionnage. L'affaire Dreyfus, victime d'une manipulation du renseignement militaire, sera finalement innocentée, en partie grâce à Georges Picquart, officier du renseignement, mais non sans avoir profondément divisé la société française. Cette période pose également les fondements de nos agences modernes.
En 1871, la Deuxième République voit la création du service des renseignements, précurseur de la DGSE d'aujourd'hui. La naissance de la Troisième République marque l'essor du contre-espionnage. À la croisée des avancées technologiques, des bouleversements politiques et sociaux, le XIXe siècle façonne et définit ce que sera le renseignement au siècle suivant. Loin de n'être qu'un simple reflet de son temps, il est un acteur majeur des dynamiques internes et externes de la France, toujours en quête d'équilibre entre protection, influence et intégrité. Au terme de notre périple à travers les âges, de la subtilité des complots de la Renaissance à la sophistication croissante du renseignement au XIXe siècle, nous discernons une trame continue, le désir insatiable, de savoir, de prévoir, de contrôler. Cette histoire n'est pas simplement celle des espions ou des intrigues. C'est celle de notre quête de connaissance dans un monde en constante mutation. La nature humaine, avec ses ambitions, ses craintes et ses désirs, a façonné et été façonnée par l'art du renseignement, reflétant à la fois nos plus grandes réalisations et nos plus profondes paranoïas. Alors que nous avons parcouru les méandres de l'espionnage depuis la préhistoire, nous voyons que si les visages et les méthodes ont changé, l'impératif de comprendre demeure. C'est cette soif inextinguible d'information qui a tracé, et continuera de tracer les contours de notre histoire. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure à la découverte des ombres qui ont éclairé notre passé.